Je pense que mon côté petite fille de Seine-Saint-Denis qui veut prouver aux autres qu'elle peut réussir, j'ai rapidement identifié que ça pouvait mettre des étoiles dans mes yeux et aussi des étoiles dans les yeux des gens à qui j'allais dire que je faisais ce métier. Ce job, ça a été mon pic, on va dire, mon momentum de vie, de réussite, en tout cas dans ce que je pensais être la définition de la réussite. Hein, donc l'argent, le statut, le regard des autres qui se portent sur toi. Et puis ça a été le point de départ, on va dire, de mon gros gadin, de ma dégringolade. Et c'était vraiment très très ambivalent. J'étais effondrée, mais je sentais que finalement il m'avait rendu service parce que j'étais en mode pilotage automatique depuis une quinzaine d'années, à pas me poser de questions, à être sur des rails en fait qui étaient tracés pour moi. Et en fait, je n'aurais jamais eu, je crois, le courage de donner ma démission. C'est la magie de l'alignement quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller. Et ben en fait, tu peux concentrer ton énergie au bon endroit. Je fais partie maintenant de ces gens qui me faisaient rêver depuis tant d'années et qui disaient que en fait, ils avaient plus l'impression de travailler, quoi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Grâce à ces interviews, je suis heureuse de découvrir avec vous le parcours hors du commun de mes invités. Et ce que j'aime également, c'est que je découvre de très belles choses sur mes invités, et même ceux avec qui j'ai travaillé ou que je connaissais personnellement. Je vous promets un épisode avec beaucoup de résilience, de recul sur soi et de sincérité. Si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous pour le faire connaître en parlant autour de vous et en vous abonnant et mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous avez participé au programme pour changer de vie en un mois de Pourquoi pas moi ? Alors, vous avez rencontré Joanne, cette jeune maman au parcours d'une très grande richesse. Joanne a grandi à Aubervilliers et parce qu'elle rêvait de grandes choses, elle a travaillé très dur pour être diplômée de l'ESSEC. Elle a ensuite revêtu son habit de marketeuse à succès, à qui tout réussit. Elle atteint son Graal, un poste de directrice marketing dans une très belle entreprise, Taxi G7. Alors qu'elle est là où elle a toujours rêvé d'être, tout s'effondre, ce qui l'amène à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment et à enfin trouver sa voie. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Johanna Verdi. Bonjour Joanne. Bonjour Charlotte. Alors, on va faire une petite chose différente de d'habitude. Ce que j'aimerais que tu nous proposes aujourd'hui, c'est de faire une petite respiration de transition. Alors, avant de commencer, peut-être que tu peux expliquer le concept et puis qu'on se fasse ce petit exercice. Et du coup, les personnes qui nous écouteront, ça leur permettra aussi de se détendre avant de commencer l'écoute de ton bel épisode. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie d'être là. Effectivement, je suis coach de vie spécialisée en alimentation émotionnelle et j'ai un rituel que j'aime pratiquer avec mes clientes au début de chaque séance. Et du coup, effectivement, je voulais vous proposer de le faire au début de cet épisode de podcast, qui est de faire ce que j'appelle une respiration de transition. Parce qu'on a tous tendance dans la vie à passer d'une tâche à une autre en enchaînant, sans faire de pause, sans boire un verre d'eau, sans aller faire pipi. Donc là, l'idée, c'est de se reconnecter à ce temps nécessaire pour passer d'une activité à une autre. Donc avant d'écouter cet épisode, vous avez peut-être fait 1000 choses et peut-être qu'il y a 1000 choses qui vous attendent après. L'idée, c'est de vous octroyer ce temps pour vous. Donc pour faire ça, c'est hyper simple. On ancre les pieds dans le sol, les mains sur la table ou sur les genoux devant soi. On ferme les yeux. Alors, si vous êtes en train d'écouter ce podcast en voiture, évidemment, vous allez juste le faire les yeux ouverts. Et l'idée, c'est simplement de se concentrer sur la respiration. On respire profondément sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle sur 5 secondes. 3, 4, 5. Et à chaque fois que vous inspirez, je vous invite à vous concentrer sur le flux d'air frais qui entre par vos narines.
et sur le flux d'air plus chaud qui sort par votre bouche. Inspirez, faites de la place en vous, sentez cet air, cet oxygène qui ouvre votre cage thoracique, qui vous remplit, qui vous fait découvrir un espace à l'intérieur de vous que vous ne connaissiez pas. Et soufflez, soufflez sur les gens toxiques, les petits tracas du quotidien, les choses qui ne se passent pas comme vous voudriez, et tout ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Soufflez comme si vous souffliez sur un petit nuage de fumée qui s'éloigne loin, loin, loin. Et on le fait encore une fois. On inspire, on imagine des petits personnages à l'intérieur de notre cage thoracique qui poussent les parois vers l'extérieur. On découvre un espace qu'on ne connaissait pas pour accueillir les opportunités, les idées, l'inspiration. Et quand on souffle, on chasse tout ce qu'on veut laisser derrière soi. Et voilà, vous pouvez simplement reprendre contact avec vos pieds, bouger vos orteils, vos mains, bouger vos doigts, votre nuque, vous décontractez vos épaules. Et vous voilà, frais, disponible pour écouter ton histoire. Génial. Merci Joanne. Alors du coup, on va attaquer par la question habituelle pour commencer les épisodes. Est-ce que tu peux nous présenter l'objet que tu as choisi, s'il te plaît ? Alors, j'ai choisi un objet que j'ai découvert il y a quelques semaines qui s'appelle un oracle. Et un oracle, c'est quoi ? C'est en fait un jeu de cartes imagées, onirique, qui contient un certain nombre de cartes. Dans le mien, il y a 44 cartes qui nous donnent des indications en fait sur des actions à mener, des comportements à avoir. Et alors, c'est pas comme un jeu de tarot. L'idée, c'est pas de prévoir l'avenir, mais les cartes oracles, ça agit, on va dire, un petit peu comme un reflet de l'âme. Quand parfois on a un doute, une question, on tire une carte oracle. Si la carte oracle, par exemple, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ben voilà. Ça fait écho en cette petite voix à l'intérieur de nous qui avait l'énergie, mais qui avait des doutes et des freins. Donc moi, ça m'aide et je l'utilise vraiment comme un guide pour parfois trouver l'énergie, la motivation, la confirmation que je suis sur le bon chemin. Canon, ça donne trop envie. Et comment tu as connu ces cartes ? Alors, ces cartes, à la base, moi, je suis très cartésienne, très rationnelle. Donc, toute la dimension énergétique, connexion, loi de l'attraction, j'y suis venue très progressivement parce qu'en fait, je me nourris beaucoup de mentors américains. Moi, en fait, toutes les personnes qui m'inspirent et que je suis, elles sont essentiellement outre-Atlantique. Et c'est une de ces personnes qui s'appelle Sarah Jenks, que je suis depuis bien une décennie, qui les a recommandées. Et quand j'ai cherché des cartes oracles, il y en avait plein sur le marché, avec des designs qui ne sont pas forcément toujours très heureux. Hein. Le truc ésotérique, ça peut facilement être très coloré, très moche. Et là, ce jeu-là, en tout cas, non seulement il est inspirant, mais il est beau. Et moi, je sais que quelque chose qui me nourrit, c'est la beauté et ce sont globalement les belles choses. Voilà, donc je me suis dit, allez banco, je le commande. Génial. Qui d'autre tu suis, qui t'inspire comme ça ? Alors, il y en a un certain nombre. Je crois qu'une des plus inspirantes que je suis depuis longtemps, dont j'ai suivi des formations, c'est Marie Forleo, que je ne peux que recommander, qui aide les femmes à créer le business et la vie dont elles rêvent. Donc, elle a beaucoup contribué à ma réflexion personnelle. Et dans ce microcosme, il y a d'autres personnalités comme Danielle Laporte, qui est canadien. Ouais, elle est canadienne, exactement, qui travaille beaucoup sur Desire Map, la carte des désirs. Donc, aller se connecter à ce qu'on veut vraiment dans la vie, au-delà des apparences. Hein, qu'est-ce qu'il y a derrière nos désirs ? Voilà, Sarah Jenks, Nisha Moodley, qui est aussi un petit peu dans cette même mouvance, Chris Carr, qui est une sorte d'incontournable aussi dans le milieu de la santé et du bien-être, qui est ce elle se nomme elle-même comme une wellness warrior. C'est quelqu'un qui souffre d'un cancer depuis plus de 14 ans maintenant et qui du coup défie aujourd'hui le diagnostic des médecins qui lui donnaient que au mieux une décennie à vivre. Voilà, elle est à 14 ans avec le cancer et quand on la voit, on se doute pas un instant qu'elle est malade. Et voilà, ce sont des personnes qui en fait sont animées par vraiment l'envie, le désir de faire profiter le plus grand nombre possible de leur découverte
et aussi de ce qui leur a été utile dans leur cheminement personnel. Et c'est un truc qui résonne beaucoup en moi. Ce que je ferai, c'est que je mettrai les noms de ces personnes sur le billet de blog de ton épisode sur pourquoipasmoi.co. Comme ça, si les personnes veulent retrouver ces personnes-là, et puis même si d'ici là, tu as d'autres idées, tu me les donneras. Avec plaisir. Avant qu'on parle de ta vie de maintenant, j'aimerais qu'on parle de la petite Joanne. Où est-ce que tu es née? Dans quel univers tu as grandi? Alors, la petite Joanne. La petite Joanne, c'est intéressant que tu me poses la question parce qu'en fait, je parle de mon parcours personnel justement quand je fais surtout des ateliers en entreprise parce que je trouve qu'on a tous une histoire et si on est là, c'est pas par hasard. Alors, la petite Joanne, elle est déjà la fille de Albert et Esther qui sont un couple de juifs marocains immigrés en France en 1971. Et en fait, j'ai vraiment le souvenir de mon père qui me transmettait ce message. Donc moi, j'ai un frère et une sœur plus âgés et tous les trois, ils nous transmettaient ces valeurs. Et moi, j'ai en tête cette petite ritournelle. Ma fille, ça commençait toujours par ma fille. Ma fille, si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon diplôme, tu décrocheras un bon travail, tu trouveras un bon mari, vous aurez des enfants, tu achèteras ta maison et tu seras heureuse, ma fille. Ça avait l'air plutôt chouette sur le papier. Ouais. Donc, je me suis dit, allez, banco, on y va. Lui, il faisait quoi comme métier? Tes parents, ils faisaient quoi? Mes parents, en fait, ont très peu d'éducation. Ma mère, malheureusement, a dû être déscolarisée à l'âge de 12 ans parce qu'elle a perdu elle-même ses parents. Donc, c'était une époque où, quand tu étais au Maroc, tu te retrouvais très vite à faire un métier, même manuel. Elle a évolué dans la couture. Mon père, lui, a été un petit peu plus loin. Il a fait des études pour être comptable. Mais quand il est venu en France, il a continué de se former. C'est une époque aussi où on se réalisait beaucoup par le travail et par l'éducation. Et donc, il a continué en cours du soir, malgré le fait qu'il avait des enfants, etc., pour continuer dans ce domaine de la comptabilité. Donc, pour eux, ils sont vraiment animés par, on va dire, l'impact du travail. Si tu travailles dur dans la vie, tu réussiras. Ça me parle, ça. Ça me parle, mais j'ai vu, et c'est ça, en fait, qui a contribué à mon cheminement personnel, que c'était pas tout. C'était pas tout. Hein, que juste travailler pour gagner, accumuler, parce qu'il y avait ça, hein, ce sont des personnes qui... mes parents, ce sont des personnes qui ont grandi aussi avec la notion du manque. Ils étaient tous les deux dans des fratries de 7-8 enfants, où à l'époque, on partageait une orange en quartier et on distribuait les petits quartiers entre les enfants. Donc, cette idée que effectivement, on pouvait manquer de main et donc que c'était important de travailler dur pour avoir, comme il disait, une bonne situation et pour être à l'abri de ce que eux pensaient être, voilà, le besoin, le manque, etc. Simplement, dans notre société moderne, on se rend compte qu'on peut effectivement avoir tout ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, d'avoir du coup atteint toutes ces choses. J'ai fait une grande école de commerce, je suis passée par l'ESSEC, je me suis réalisée professionnellement et j'ai gravi les échelons un par un pour arriver à un job de directrice marketing. Ça, on en parle après, si ça t'embête pas. Parce que l'idée, c'est de comprendre d'où tu viens et puis après, en effet, on parlera de la suite. Du coup, t'es née où? Alors, je suis née à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. D'accord. Et t'as grandi là-bas? J'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes études jusqu'au baccalauréat là-bas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a formée. Parce que quand on vient de Seine-Saint-Denis, on a des challenges supplémentaires quand on a envie de réussir. Et quand on nous a mis en tête que le système éducatif allait contribuer à notre réussite. Donc, c'est vrai que mon choix aussi de parcours académique s'est fait en fonction de ça. Hein. Si j'allais à la fac, je restais en Seine-Saint-Denis. Si je passais par le parcours des grandes écoles, je pouvais sortir de ma banlieue et aspirer effectivement à un avenir meilleur. Ouais. Et t'étais quel type de petite fille? Alors moi, j'étais la bonne élève. Ouais. J'étais la bonne élève, sage, consciencieuse, obéissante. Et tes matières préférées? J'étais plutôt facile à vivre. Ouais. Et c'était quoi tes matières préférées à l'école, tes hobbies de l'époque? Matière préférée, moi j'aimais tout. J'aimais étudier, j'ai toujours aimé étudier et j'avais tellement en tête que c'était la voie royale pour une vie meilleure que j'avais plaisir en fait à être à l'école. Tes frères étaient comme toi, tes grands frères?
J'ai un frère, ouais, qui a 8 ans de plus que moi. Lui qui était moins animé par le côté scolaire, mais voilà, qui a fait sa petite vie de son côté. Et ma sœur aussi, qui elle, D'accord. pareil, a cherché l'excellence et qui est devenue avocate. D'accord. Et quand tu étais petite, tu disais, quand je serai grande, quel type de métier tu rêvais de faire? C'est une bonne question. En fait, je crois que je me disais, quand je serai grande, je serai riche. Ouais. Je crois que c'était ça mon métier. C'était ça Ouais. mon aspiration. Je serai riche, j'aurai tout, j'aurai une grande maison, j'aurai l'abondance, j'aurai une piscine et une maison au bord de la mer. En fait, je crois que c'était, peu importe, c'était ça qui m'animait en fait. Ouais, c'était la finalité plus que le moyen d'y arriver. Cette notion Enfin, d'abondance. si on peut dire ça, entre guillemets. Mm, mm, mm. Et donc, du coup, t'as cartonné t'étais une très, très bonne élève. Oui. Ouais. Du coup, forcément, quand tu travailles dur sur un sujet, tu deviens plutôt bon. Ouais. Et donc, tu as fait le choix, donc, comme tu disais, d'avoir fait une prépa pour une grande école. Exactement. C'est ça. Et Et c'est intéressant parce qu'en fait, je pensais pas qu'on allait forcément évoquer ces sujets, mais c'est intéressant d'en parler parce que ça peut peut-être résonner en certains des auditeurs. C'est vrai que moi, ça a été un parcours qui a été un challenge extrêmement gratifiant parce qu'en fait, quand je suis allée avec mon petit dossier du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers voir les classes préparatoires, on me disait, mademoiselle, vos 17 sur 20 du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers n'ont pas grande valeur à nos yeux. Hein, ça, c'est ce que j'ai entendu de comment certains. tu l'as vécu? Très mal. Très mal sur le coup quand on a 17 ans, qu'on a envie de réussir, qu'on se donne beaucoup de mal, qu'on a envie d'excellence et qu'on se voit fermer des portes à cause de ses origines. C'est extrêmement dur. Ouais. Mais je pense que ça a développé en moi cette forme de résilience et cette envie de leur montrer qu'ils ont tort. Voilà. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai trouvé un super établissement dans le 5e arrondissement qui m'a accueilli avec des gens, du coup, qui venaient de tous C'était plus horizons. mixte. Ouais. Exactement. Et c'est vraiment aussi un endroit où je me suis épanouie et où j'ai créé des connexions exceptionnelles. Ouais. Donc finalement, c'était plutôt un mal pour un bien que Louis le Grand, je ne les citerai pas, ne veuille pas. Ouais. Et enfin, donc, du coup, et à l'époque, bon, même si c'était plus mixte dans certaines prépas, top prépa parisiennes, tes copains, comment ils voyaient le fait que tu viennes d'Aubervilliers? Je pense qu'en fait, j'étais vraiment dans un groupe où il n'y avait pas de jugement. Il y avait des provinciaux, il y avait des gens qui venaient du centre de la France, du nord de la France, certains qui vivaient du coup en internat, d'autres qui vivaient chez des membres de la famille. On était comme une grande bande de copains, animés par le même souhait de réussir et de faire quelque chose de nos vies, mais sans la sensation de compétition. Ouais. Donc pour le coup, je me suis complètement sentie intégrée et accueillie. Et il y a tellement de fois où on passait des belles soirées sur Paris et que je pouvais pas rentrer chez moi et je trouvais toujours un ami, une amie pour m'accueillir dans son studio parisien. Donc j'ai vraiment découvert en fait aussi ces notions de partage et de donner et de recevoir de façon hyper fluide, hyper simple. Et tes parents, quand tu as eu ces premiers refus, comment ils t'ont soutenu, comment ils l'ont vécu, eux? J'avoue, je crois qu'en fait, j'ai mené ma barque. Hein. J'ai pas attendu après mes parents. On va dire que j'étais pas dans une posture et avec le recul, je me rends compte, c'est ce qui fait aussi ma force. Aujourd'hui, j'ai jamais attendu après les autres pour faire les choses pour moi. J'ai toujours été convaincue que si je voulais un truc, il y avait toujours un moyen d'y arriver, de trouver une solution. Mes parents, de toute façon, ne pouvaient pas m'aider. Ouais. Mes parents n'avaient pas de connexion, mes parents ne pouvaient pas me faire pistonner. Donc, c'était vraiment au mérite que je pouvais y arriver. Mais eux, ils croyaient, entre guillemets, enfin, ils croyaient en toi parce que, tu vois, j'ai interviewé Sophie Astrabi, qui est écrivain et qui a démissionné à 25 ans pour écrire un bouquin. Et sa maman, c'était tellement une maman un peu poule qu'elle voulait la préserver en lui disant, mais enfin, fais pas ça, c'est ton premier CDI. Et souvent, les parents, ils ont une tendance à vouloir préserver leurs enfants. Et donc de vouloir leur éviter d'avoir mal parce que ça pourrait avoir un échec. Ouais, ça a pas été mon cas. Je pense que j'étais tellement déterminée que j'étais vraiment orientée sur les solutions.
Ouais. Et j'ai vraiment des souvenirs à l'époque de conseillères d'orientation qui me disaient non mais ma pauvre demoiselle, mais n'allez pas en classe prépa, c'est tellement dur. Et puis alors chacun y va de sa petite anecdote. Et ma nièce, gna gna gna, elle a fait une dépression, n'y allez pas, c'est trop dur. Enfin bref, plein de discours. Et je pense qu'on a tout ça dans notre vie. Parfois, on est animé par quelque chose, par une envie. Et bizarrement, on se retrouve avec des gens qui viennent nous dire qu'on a tort, qu'il faut avoir peur, qu'on est fou de faire ça. Et moi, paradoxalement, ça m'a toujours convaincue et rassurée dans mes choix. Parce que je sentais qu'en fait, c'était eux qui avaient tort et que moi, je devais rester droite dans mes bottes. Donc, c'est toujours ce qui m'a permis d'avancer. D'accord, génial. Et donc, du coup, tu as fait la prépa, tu as fait 2 ou 3 années? J'ai fait 2 années. Ouais, encore plus beau. Je te posais la question. Je savais pas, mais j'imaginais que vu que tu étais une déterminée, pleine de talent, et donc tu as intégré l'ESSEC. Mon ego te remercie. Je t'en prie. Ouais, exactement. J'ai intégré non sans fierté l'ESSEC. Ouais, génial. Ouais. Parce que les profs n'avaient pas tellement tort. Quand tu arrives en prépa, tu as beau avoir 17-18 dans ton lycée de Seine-Saint-Denis, on va pas se mentir, le niveau est pas le même. Et effectivement, quand tu démarres dans des classes d'excellence, tu te prends une grosse claque. Donc, le démarrage n'a pas été simple, mais voilà, je pense que j'ai mis l'énergie où il fallait au bon moment. Et j'ai su être performante au moment nécessaire pour passer ce fameux Graal. Ouais. Voilà, c'est top. Pour tout te dire, je m'étais dit en lançant le podcast, j'ai envie de retarder le plus tard possible d'inviter quelqu'un qui a fait une grande école, parce que souvent on voit les personnes qui dans différents podcasts qui sont interviewées, qui viennent tous d'HEC, les DEC et les SEC, et je m'étais dit, moi j'ai envie de montrer en fait que c'est possible d'y arriver sans avoir fait d'arriver à être heureux et d'avoir un beau parcours, même sans avoir fait une grande école. Mais toi, j'avais envie de t'inviter, on en parlera un peu plus tard parce que je te connais personnellement et puis que j'ai été ta cliente. Et je savais pas du tout toute ton histoire, enfin d'où tu venais et tout. Et ça me conforte encore plus sur le fait que je suis hyper heureuse que tu sois derrière ce micro aujourd'hui. Tant mieux alors. Tant mieux. Donc là, tu intègres les SEC. Le rêve, j'imagine, c'est... Ah oui, là, quand tu arrives alors pour les personnes qui connaissent un peu ce sujet, l'ESSEC fait partie des fameuses 3 plus grandes écoles de commerce en France. Donc, arriver à passer ce cap-là, c'est quand même le Graal quand on a bossé 2 ans, on va dire quand même comme un chien pour y arriver. Donc, une expression plus vulgaire, elle est bien comme un chien. C'est ça. J'avais vraiment cravaché et voilà, c'était le Graal. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu te dis, alors, tu as toujours ton rêve de gagner de l'argent, mais est-ce que tes envies commencent à évoluer un peu plus sur des secteurs d'activité qui te plaisent plus que d'autres? Moi, j'ai quand même toujours été une commerçante dans l'âme. C'est-à-dire que depuis toute jeune, j'étais sur les marchés, j'adore jouer à la marchande, vendre, acheter des choses, mettre en avant des produits. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Quand je suis rentrée en école de commerce, on passait des entretiens et il fallait en gros un petit peu potasser justement qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Ouais. Donc, j'avais trouvé un bouquin avec plein de fiches profession et je me souviens avoir trouvé un job qui était en gros, je crois que c'était responsable des ventes. En gros, c'était les personnes qui géraient des rayons entiers à la Fnac ou dans les grands magasins. Et je m'étais dit que c'était ça que je voulais faire. Voilà, je m'étais convaincue que c'était ça. Et puis, au fur et à mesure des cours et puis surtout des expériences de stage en école, je me suis de plus en plus sentie attirée par le marketing, le monde merveilleux du marketing. Alors bon, a posteriori, aujourd'hui, je peux voir dans le rétroviseur et voir les vraies raisons qui m'ont attirée vers le marketing. Mais à l'époque, voilà, j'avais l'impression que ça rassemblait ce que j'aimais, à la fois la communication, le langage, l'image et le produit. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, je me suis orientée vers le métier hyper classique de chef de produit. Ouais, et puis en plus dans des grosses structures. Ouais, j'ai commencé dans les cosmétiques.
J'ai commencé dans les cosmétiques et au fur et à mesure, voilà, j'ai évolué. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé encore de nouveau dans les cosmétiques et puis ensuite j'ai un petit peu bifurqué. Mais ouais, c'est là-dedans que j'ai fait l'essentiel de ma carrière. 15 ans dans le marketing. Et quand tu disais là que à l'époque tu savais pas pourquoi tu faisais du marketing, mais maintenant tu sais pourquoi. C'est pourquoi du coup? En fait, a posteriori, je me rends compte que c'était, on va dire, la facette la plus shiny, c'est-à-dire là où il y a le plus de paillettes. Ouais. Et je pense que mon côté petite fille de Seine-Saint-Denis qui veut prouver aux autres qu'elle peut réussir, j'ai rapidement identifié que ça pouvait mettre des étoiles dans mes yeux et aussi des étoiles dans les yeux des gens à qui j'allais dire que je faisais ce métier. Voilà. Et puis, j'étais dans le luxe, je travaillais dans le luxe, dans les cosmétiques, dans des trucs. Parce que t'as travaillé pour Coty, Estée Lauder, le printemps aussi, et puis le Graal Google, quoi. Ouais, et le Graal Google. Ouais, exactement. Donc, des secteurs d'activité hyper différents. C'est vrai que ce qui m'a animée initialement, c'était vraiment le luxe. Ouais. C'était accéder à une industrie qui, pour moi, était juste inconnue et intouchable. Et être dans les coulisses, moi, mes premières expériences professionnelles, j'étais vendeuse dans les grands magasins, par exemple. J'adorais ça. J'adorais être dans les coulisses. Il y avait le magasin brillant que les clients voyaient. Et puis, il y avait les coulisses, il y avait les vestiaires, des fois un peu cracra, il y avait les réserves pleines de poussière. J'adorais, en fait, pouvoir être une petite souris et découvrir les coulisses des métiers du luxe. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait aussi en étant chef de produit. Hein. Derrière les pots de crème ou les parfums à plus de 100 €, on voit aussi l'envers du décor et ça permet peut-être aussi de désacraliser, en fait. Hein, de se dire finalement, le luxe, il existe que dans le regard que les personnes portent sur les produits ou sur les services. Ouais, parce que finalement, il y a un bel enrobage fait par des gens très doués en marketing et. Ouais, ça interroge sur où est-ce qu'on a envie de mettre la valeur et comment on crée de la valeur, comment on peut créer artificiellement de la valeur. Donc, c'est quand même des super apprentissages. Ouais. Dans tes expériences, donc tu es restée quand même assez longtemps dans les différentes boîtes. Il y en a une où tu es restée moins longtemps, mais j'imagine que ça n'a pas dû être simple parce que tu as été directrice marketing chez G7 à l'époque de la crise taxi Uber. Fait. Et ça, du coup, c'était la première fois que tu t'accédais à un COMEX. Je sais que moi, je l'ai vécu. C'était pas G7, donc c'était pas une boîte aussi. Enfin, c'était jamais des grosses boîtes, mais souvent le fait d'intégrer un COMEX, c'est un peu aussi un Graal. Et quand on est une femme, c'est assez triste de le dire, mais c'est quand même encore plus difficile d'intégrer un COMEX. Et du coup, comment ça s'est passé? Alors, effectivement, pour moi, ça a vraiment été le Graal. Donc, 34 ans, j'accède à mon premier poste de directrice marketing, membre du COMEX chez Taxi G7. Et effectivement, en plein dans la guerre contre Uber. Je postulais au même moment chez Uber. Donc, c'était quand même des circonstances assez amusantes. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour une fois, j'étais quand même dans une industrie qui était quand même hyper chahutée et j'avais le sentiment de rendre service à mes concitoyens en travaillant sur une industrie qui leur facilitait la mobilité quotidienne. Hein, donc, par rapport à mes métiers d'avant, dans le luxe, dans les cosmétiques, j'avais l'impression en tout cas de commencer à trouver un petit peu plus de sens. Et pour répondre à ta question sur est-ce que c'est difficile d'être membre COMEX quand on est une femme, j'ai envie de dire oui. Mais j'ai pas envie de dire oui en général. Oui, dans mon expérience personnelle, ça l'a été. Non seulement parce que j'étais une femme, mais parce que j'étais aussi jeune, l'une des plus jeunes dans une entreprise, justement, qui s'était pas forcément remise en cause depuis une vingtaine d'années et qui vivait très bien. Donc, avec beaucoup, effectivement, de collaborateurs et d'autres membres COMEX qui étaient là depuis des années. Ce qui n'empêchait pas d'en faire des personnes brillantes. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident d'imposer son point de vue face à des personnes qui ont quasiment le double de votre âge. Ouais.
Mais j'avoue, j'ai eu la chance d'être super bien accueillie dans cette entreprise et finalement, ça s'est fait de façon franchement fluide. Je me suis rendu compte que mine de rien, parfois, je disais tout à l'heure, le luxe n'existe que dans les yeux des personnes qui considèrent les produits. J'ai envie de dire finalement, c'est le job de directrice qui m'a donné du crédit. Ouais. C'est le fait que j'étais la directrice, donc naturellement, j'étais écoutée. Ça, c'est quelque chose aussi dont j'ai pris conscience. Le fait que finalement, j'allais dire ton identité, en tout cas ton identité visible, et ben finalement, c'est ça qui semble te donner de l'aura. Et alors avant, j'étais pas directrice, ce que je disais faisait autant sens, mais n'était pas écoutée de la même façon. Donc ça m'a beaucoup aidée aussi à trouver ma place, à m'affirmer. Et après, j'ai toujours eu à cœur de rester très féminine dans un univers qui, pour le coup, était quand même très masculin. Et est-ce que quand tu as pris ce poste, tu as eu peur? Comment tu as vécu le truc quand ils t'ont dit « Ok, on vous embauche » Alors, il y a eu deux réactions. La première réaction, c'est que j'atteignais mon Graal parce qu'en fait, c'était la première fois aussi où j'atteignais un salaire à 6 chiffres. Ouais. Qui était quand même un objectif tangible pour moi. Hein. C'était quelque chose qui, à l'époque, en tout cas, me permettait de définir ma valeur. Ben ouais, voilà, je valais un salaire à 6 chiffres. Donc ça, c'était quand même une énorme satisfaction. Et évidemment, le deuxième effet qui se coule, c'est le syndrome de l'imposteur et les petites nuits d'insomnie qu'on se tape avant en se disant « mais ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis pas à la hauteur. Ils vont se rendre compte qu'en fait, j'ai pas le niveau. Ils vont se rendre compte que je suis pas du tout capable de relancer cette marque. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se rendre compte ?» Voilà. Donc, évidemment, je savais aussi que tout ça, c'était des croyances et des peurs qui n'étaient pas tangibles et que finalement, tant que j'avais pas commencé, en fait, ça servait à rien de me faire du mouron. Donc, j'ai pris sur moi et puis j'y suis allée et voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Et d'ailleurs, les personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont comme ça dans des prises de poste, je leur rappelle qu'en fait, quand on commence un nouveau job, mais en fait, notre employeur, il a tout intérêt, si ce n'est plus intérêt encore que nous, à ce que ça se passe bien. C'est clair. Parce que si ça se passe pas bien, il est obligé de repartir à zéro sur son process de recrutement. Donc, quand on prend conscience de ça, ça aide aussi un petit peu à lâcher prise et à se dire après tout, s'ils m'ont choisi, c'est que j'ai toutes les compétences pour assurer le job. C'est clair, surtout que maintenant, on a 5, 6, 7 entretiens. C'est pas genre, bon, allez, tiens, je t'embauche, t'as l'air sympa, quoi. Oui, surtout sur ces postes, surtout sur ces postes-là. Et donc, aujourd'hui, tu es life coach. Qu'est-ce qui a fait que ta vie a basculé? Comment ça se fait que tu as quitté ton job de marketeuse et que tu es arrivée à cette nouvelle vie? Alors, en fait, justement, ce job, ça a été mon pic. Ça a été mon pic, on va dire, mon momentum de vie, de réussite, en tout cas dans ce que je pensais être la définition de la réussite. Hein, donc l'argent, le statut, le regard des autres qui se portent sur toi. Et puis ça a été le point de départ, on va dire, de mon gros gadin, de ma dégringolade. Donc au bout d'un an et quelques, en fait, on a décidé avec l'entreprise, de pas continuer ensemble. L'entreprise Pourquoi? s'est beaucoup restructurée depuis. Je peux pas rentrer dans tous les détails sur ce sujet-là, mais en gros, l'entreprise était très 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 challengée. Et voilà. Mais toi, ça t'allait bien de partir? Moi, sur le coup, ça a été une énorme déception. D'accord. Une énorme déception et un sentiment évidemment d'échec. Et paradoxalement, quand ça m'a été annoncé, j'ai eu une sorte d'éclat à l'intérieur de moi qui s'est éveillé et qui me disait « c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans ta vie. C'est ton moment. » Voilà. Et c'était vraiment très, très ambivalent. J'étais effondrée, mais je sentais que finalement, il m'avait rendu service parce que j'étais en mode pilotage automatique depuis une quinzaine d'années. À pas me poser de questions, à être sur des rails, en fait, qui étaient tracés pour moi. Et en fait, je n'aurais jamais eu, je crois, le courage de donner ma démission. Donner sa démission quand on n'a rien derrière.
Et ben moi, à l'époque, en tout cas, j'en avais pas le courage. Donc finalement, en fait, j'étais un petit peu mise devant le fait accompli et ça m'a rendu service. Ouais, ça m'a vraiment rendu service. Et c'est suite à ça, en fait, que j'ai eu justement cet espace. Certains diront ce vide dans ma vie, ce trou d'air. Moi, je le considère plutôt comme un magnifique espace que j'ai eu pendant plusieurs mois pour justement me réinventer et aller découvrir en fait qui j'étais vraiment sous la surface. Ouais. Et donc, comment tu as fait ça pour ça? Alors, comment j'ai fait? Alors, il n'y a pas de formule magique, mais déjà, pour un petit peu expliquer les circonstances, on va dire que coup sur coup, j'ai été en fait, j'étais licenciée. J'ai également en fait rompu avec mon conjoint qui partageait ma vie depuis que j'avais 19 ans. Hein. Donc là, j'en ai 35, hein, donc ça fait quand même un paquet de temps. Et on me détecte un petit problème de santé. Donc, je me retrouve de la fille à qui tout réussit à femme de 35 ans, célibataire, sans enfant, au chômage, avec un problème de santé qui cherche à se reloger à Paris. Donc, tu vois, déjà, dans le pitch, c'était quand même assez challengeant. Et puis, en fait, c'est des moments où j'avais de l'espace, j'avais un peu de temps devant moi, j'avais un peu d'argent, j'avais plus de, on va dire, d'attache relationnelle. Et après, des petits moments d'errance, de découverte, de sortie, comme on dit, profiter de la vie. Ouais. Il y a un moment où je me suis dit, il est temps pour toi de prendre ta vie en main. Et c'est un peu cliché, mais un soir vraiment pluvieux, maussade, où j'avais le moral dans les chaussettes, j'ai pris une feuille blanche. Et je me suis dit, allez, il est temps pour toi de poursuivre tes rêves. C'est quoi tes grands rêves? Et j'ai écrit mes grands rêves sur une feuille blanche. Et au sommet de la liste, un de mes grands rêves, c'était de partir vivre et me former aux États-Unis, chez Hippocrates Health Institute, qui est vraiment un organisme d'accueil et d'enseignement référent qui est basé en Floride. J'y pensais depuis tellement d'années. Et c'était le genre de truc que je me disais, voilà, je le ferai quand je serai à la retraite. C'était au sommet de ma liste. Et je me suis dit, allez, banco. On commence par ça. Et donc, parce que du coup, tu avais déjà un éveil justement sur le coaching. À partir de quand tu as découvert cet univers du coaching? Alors en fait, ce qui, je pense, est nécessaire aussi d'évoquer pour la compréhension des auditeurs de mon parcours, c'est que pendant mes 15 ans de carrière corporate où à l'extérieur, enfin tout semblait aller super bien, je vivais un profond mal-être qui se traduisait chez moi par des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire une relation vraiment désordonnée par rapport à mon corps et par rapport à mon alimentation que j'utilisais en alternance pour trouver du réconfort, lâcher prise, ou alors au contraire pour reprendre le contrôle de ma vie vu que j'avais l'impression de rien contrôler finalement. J'étais vraiment, comme je disais, en pilotage automatique. Et donc en fait, ce qui a été le déclencheur pour moi, c'est qu'en fait cet espace, ça a été surtout l'occasion déjà de travailler sur ma propre guérison. Ouais. Parce que toute ma vie, j'avais aussi cherché qu'est-ce qui allait pas chez moi. Pourquoi j'étais pas capable, quand j'étais triste, de faire autre chose que de manger des gâteaux? Et pourquoi j'étais pas capable de manger 3 gâteaux et d'arrêter comme certaines de mes amies? Pourquoi j'étais obligée de manger 1 paquet, puis 2 paquets, puis 3 paquets, puis de manger tout ce qu'il y avait dans le placard? Je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond, mais malgré toutes mes recherches, toutes mes lectures, j'avais pas encore réussi à incarner ce changement. Et en fait, j'avais vraiment l'intuition que j'allais trouver mes réponses là-bas, en rencontrant, en passant du temps auprès de toutes ces personnes que je suivais depuis des années, qui étaient vraiment leaders sur la transformation, la santé et le coaching. Ça passait aussi par le coaching. Donc en fait, j'ai commencé surtout, c'était de l'égoïsme positif. Hein, c'était déjà, je m'occupais de moi. À la base, j'ai pas du tout envisagé de devenir coach. J'ai déjà commencé par travailler sur moi-même. Et quand j'ai compris le lien corps-esprit, quand j'ai compris l'importance d'avoir une mission de vie qui soit alignée avec qui on est vraiment, quand j'ai compris qu'en fait, ça faisait 15 ans où je faisais simplement quelque chose qui ne me plaisait pas et qui ne nourrissait pas mon âme, et que du coup, la nourriture était la seule façon de combler ce vide en moi, et en fait, tout a cliqué. Hein, et ça, c'était il y a un peu plus de 3 ans, et j'ai jamais accompli autant de choses depuis. Ouais. Hein? Et du coup, quand tu es partie aux États-Unis faire ta formation, comment, donc là, à ce moment-là, tu étais célibataire, mais comment tes parents et tes amis ont vécu ça? Parce qu'en fait, c'est difficile de voir une personne que tu aimes être en effet au sommet de sa carrière. Parce que du coup,
quand tu es partie aux États-Unis, c'était après Google ou c'était avant Google? Non, c'était avant Google. Avant Google, d'accord. Exactement. Je suis partie aux États-Unis en fait après voilà ce job de directrice marketing chez G7 et j'ai travaillé sur moi-même. J'ai eu envie ensuite de transmettre parce qu'il y a souvent ça. Moi, je le vois par rapport aux personnes qui font ces métiers d'aide aux autres. En général, on est animé par l'envie d'aider les autres on va dire, à suivre une voie de guérison qu'on a nous-mêmes rencontrée. Hein. Et moi, c'est ce que j'offre aujourd'hui aux personnes que j'accompagne. Je le résume souvent comme ça, c'est un raccourci. On peut passer des années à galérer sur un sujet, mais avec la bonne méthode, la bonne approche, les bonnes rencontres, on peut gagner tellement de temps. Tellement de temps. C'est marrant que tu dises ça parce que j'en parlais dans l'épisode Les coulisses où je raconte ma dernière année donc du burn-out à Pourquoi pas moi. Et je relatais ça, le fait que ma psy m'a dit, quand je lui ai parlé de l'idée du podcast, elle m'a dit, c'est souvent, parce que comme toi, quand j'ai lancé le podcast, mon envie profonde, c'était d'aider les gens pour éviter qu'ils se prennent le mur comme je me l'étais pris, parce que clairement, ça avait fait très mal et ça fait encore mal parce que ça prend du temps pour en guérir. Mais il y avait aussi un côté, pour moi aussi, d'avancer et d'écouter des gens qui ont réussi. Forcément, ça fait du bien. Ça aide à guérir. Et ma psy m'avait dit exactement ça, que c'est très fréquent quand des gens ont eu mal de vouloir essayer de protéger les autres de ce même mal, en fait. Et c'est fou de voir ça. Et il y a une personne qui m'a contactée suite à cet épisode en me disant si j'ai un seul truc à retenir de cet épisode, c'est ce truc-là parce que je suis pareil. Et c'est chouette en fait parce qu'en effet, du coup en toi, tu as une chose qui t'anime, qui est hyper profonde en fait. Et c'est vrai que ça fait du sens. Quand j'aide les gens, je sais pourquoi je les aide, je sais par quoi ils passent, je sais à quel point c'est douloureux. Et oui, dans leur guérison, il y a de la mienne aussi, évidemment. Ouais. Et du coup, donc quand tu es partie aux US pour cette formation, donc comment ils ont vécu ça, ton entourage? Plutôt bien, intrigués. Ils avaient tous peur que je sois allée me fourrer dans une secte ou autre, mais très bienveillants. Hein. Évidemment, c'est des phases de vie qui sont pas faciles, hein. Licenciement, séparation, problèmes de santé. Globalement, mon entourage a été plus que bienveillant et compréhensif. Et même mes parents qui avaient toujours tendance à être plutôt dans la peur, mais t'es sûr, et tu changes de job, mais là où t'es c'est bien, et le luxe, et gna 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 gna. Là, ils étaient plutôt en mode prends le temps nécessaire pour toi. Hein, prends le temps. Ouais. Donc là, du coup, tu as fait un break. Donc, tu es partie aux US, donc tu t'es formée. Tu as trouvé justement ce que tu nous expliquais. Tu es rentrée en France. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, c'est la magie de l'alignement. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller, et en fait, tu peux concentrer ton énergie au bon endroit. Donc, effectivement, le fait de me libérer de l'emprise de l'alimentation, ça a libéré tellement de bandes passantes que j'ai pu concentrer au bon endroit. Et c'est comme ça, par exemple, que je me suis retrouvée chez Google. Moi qui, en revenant des États-Unis, étais persuadée que j'allais tout de suite me lancer dans le coaching, en fait, justement, c'est ce que j'allais te demander. J'ai eu une opportunité par le biais d'une très bonne amie à moi d'intégrer Google sous forme d'un contrat à durée déterminée. Et moi qui en rêvais depuis des années, j'avais essayé de rentrer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée sans succès. Et bien là, en fait, en 2 entretiens, je faisais partie de l'entreprise. Donc ça a été aussi assez magique. Hein, vraiment magique. T'as pas eu peur de te dire, en fait, ça faisait partie de ma vie d'avant et est-ce que j'y retourne pas et est-ce que je vais pas me reperdre? Si, je me suis posé beaucoup de questions parce que justement, j'avais l'impression, tu sais, parfois le héros, quand il est dans son aventure, il y a un moment où il a une tentation, hein, quelque chose qui est facile, etc. Et non, le héros doit résister pour continuer sur sa voie. Donc au début, je me suis dit, Google, c'est ça, c'est l'appât et je dois pas tomber dans le piège. Et en fait, après réflexion, j'ai pris le temps. C'était une super opportunité, c'était un contrat à durée déterminée et je savais que cette entreprise allait m'apporter ce que je n'avais pas encore assez développé, qui était la facette digitale.
Et dans les nouveaux métiers du coaching, mais pas que, c'est une facette qui est juste indispensable. Donc, je savais en fait que de toute façon, j'allais apprendre des choses. Tu l'as vu plus comme une formation. Ouais, tu l'as vu comme une étape de formation. Ouais. Oui, et c'est aussi une entreprise qui est extrêmement mobilisée sur les sujets en fait well-being, le bien-être des salariés, la qualité de vie au travail. Et ça a été un tremplin pour moi puisqu'en fait justement mes premiers ateliers et mes premiers clients en coaching étaient comme on appelle ça, des Googlers, des collaborateurs de chez Google. Donc ça a été plutôt pour moi un magnifique pied à l'étrier. Et donc là c'était un CDD de combien de temps? Alors, j'étais là-bas à la base pour 1 an et je suis restée 6 mois de plus. Voilà. D'accord. Et donc, à partir de ce moment, donc là, tu étais googleuse. Et à quel moment tu t'es dit, la suite, ça sera le coaching En fait, je le savais à partir du moment où je suis entrée dans l'entreprise. Et je pense que d'ailleurs, ça en a surpris certains parce qu'en général, quand on met un pied chez Google, ce qu'on essaye de faire, c'est d'y rester. Et tout le monde autour de moi, mes parents, les premiers encore, eux, ils sont de retour. Elle me disait, ça y est, là, tu as trouvé un super job, ils vont te garder. C'était ça, ils vont te garder. Et en fait, moi, je répondais, mais en fait, qu'ils veuillent me garder ou pas, je m'en fiche. Moi, je ne veux pas forcément rester à long terme, aussi sympa soit cette boîte. Et puis, bon, ça reste une entreprise quand même qui est hautement exigeante. Ça, c'est ce qu'on voit pas toujours forcément. C'est une entreprise très, très exigeante, grosse. Il faut être capable de délivrer une énorme quantité de travail. Et puis en fait, non, ça s'est fait dès le début. Dès le début, j'ai dit que je voulais que je me dirigeais vers le métier de coach. Je finissais une formation certifiante en même temps. Tu faisais où du coup? Alors là, en fait, j'ai fait également une formation certifiante. De nouveau, c'est une école américaine, mais là, j'ai pu faire une grosse partie en ligne. Voilà. Une grosse partie à distance. Et en fait, c'est en parlant de mon projet à tout le monde autour de moi que ce projet, il a commencé à prendre forme et à prendre vie. Donc, j'en ai parlé, on me dit « mais il faut que tu en parles au comité d'entreprise, ils organisent des ateliers. » Donc, je suis rentrée au mois de janvier. Au mois d'avril, j'ai organisé mon premier atelier. Au mois de juin, j'étais diplômée et je commençais à proposer mes services autour de moi. Donc, voilà, c'est en fait, quand on sait où on va, finalement, toutes les circonstances, tout l'environnement autour de nous n'est qu'un tremplin pour obtenir ce qu'on veut. Parce que je suis convaincue que l'abondance, elle existe tout autour de nous. Par contre, ce qui arrive, je pense malheureusement à 9 personnes sur 10, c'est qu'en fait, elles savent pas ce qu'elles cherchent. Donc, tant que tu sais pas ce que tu cherches, tu risques pas de trouver. Moi, à partir du moment où j'ai su ce que je cherchais, j'ai quand même accompli beaucoup. Et en 3 ans, j'ai jamais fait autant de choses que les 15 ans qui ont précédé, puisque j'ai retrouvé un conjoint, j'ai eu le temps de faire 1 an et demi chez Google, lancer mon entreprise, faire un bébé qui a aujourd'hui 1 an et demi, déménager hors de Paris. Donc, voilà. Ça, c'est justement un truc dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est que je pense qu'encore plus avec les circonstances actuelles, d'ailleurs, alors les gens ne te voient pas parce que donc on est à distance, parce que toi, tu es chez toi, mais moi, je suis encore confinée à la campagne et tu avais une petite tasse Google. Et on ne se refait pas. On ne se refait pas. Et en effet, pendant le confinement, moi, je sais que je fais partie de ces gens-là où je me dis, là, je suis confinée à la campagne, j'ai aucune envie de retourner vivre à Paris. Et clairement, on se dit avec mon mari, c'est pas normal que la première chose qu'on se soit dit quand on a su qu'on allait être confiné, c'était de se dire, on veut fuir notre appart alors qu'on a un super appart dans Paris. Donc nous, on se pose pas mal de questions et je pense que clairement je sais que je suis pas la seule de se dire pourquoi pas quitter Paris, ses repères. Donc toi tu as déménagé en Seine-et-Marne. Comment à quel moment en fait tu as pris cette décision, pourquoi, quelles étaient tes peurs et comment tu l'as vécu? Alors en fait, quitter Paris, c'était un truc que j'avais en tête depuis très longtemps déjà avec mon précédent conjoint. On se posait la question, on habitait dans le 11e, on se posait déjà la question de se trouver une petite résidence secondaire aux portes de Paris. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de point d'attache ni de famille vraiment à proximité. Donc, est-ce qu'on allait chercher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Bon, voilà, ça c'est encore une illustration de quand on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, du coup, il se passe rien. En fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que quand je suis revenue des États-Unis, j'avais commencé à fréquenter quelqu'un avec qui c'est devenu sérieux.
Et il se trouve que cette personne avait déjà un enfant et était basée du coup en Seine-et-Marne. Donc, quand on a un enfant dont on a une garde partagée, c'est sûr que c'est déjà beaucoup plus difficile de se dire on va vivre à Paris, parce qu'on peut pas emmener l'enfant à l'école une semaine sur 2 tous les matins. Ça marche pas. Faire un truc à mi-chemin, pour ceux qui habitent en région parisienne, on sait très bien aussi que ça a beau n'être que 10 kilomètres, c'est impossible à faire en région parisienne. Pour le quotidien, ouais. Voilà. Et encore une fois, en fait, moi, j'ai pas vu ça comme une contrainte, j'ai vu ça comme une super opportunité. Ça faisait des années que je voulais quitter Paris, que je cherchais un coin de verdure. Bon, là, en fait, ça a commencé à cliquer dans ma tête et de me dire que finalement, effectivement, en allant dans le 77, je pouvais avoir une maison dans un écrin de verdure avec beaucoup de terrain pour le prix de mon 40 mètres carrés à Montmartre. Voilà. Et moi qui avais envie aussi de travailler depuis mon domicile, c'était quelque chose d'important d'avoir de l'espace. Puis j'aime aussi beaucoup être entourée de verdure. Donc quand on fait un jogging à Montmartre, la vue a beau être très jolie, c'est quand même très minéral, on va pas se mentir. Voilà. Donc tout s'est mis en place, voilà. Et puis c'est vrai que peut-être pour les personnes comme toi qui se retrouvent dans ces situations au niveau du confinement où finalement elles découvrent ce que c'est que de pouvoir vivre ailleurs et travailler aussi d'ailleurs sans que ça impacte leur activité, c'est aussi l'occasion de prise de conscience, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de garder après. Donc c'est sûr que ce choix-là, je l'ai pas du tout regretté pendant le confinement, mais voilà, c'est un choix en fait qui me réjouit chaque matin, se réveiller puis être entouré d'arbres. Voilà, c'est quelque chose qui me nourrit. Moi, c'est vraiment un terme qui revient. C'est qu'est-ce qui me nourrit, Étant une personne qui a souffert de troubles alimentaires, je sais que quand on mange pour d'autres raisons que la faim, c'est qu'on a besoin d'être nourri. Donc moi, c'est vraiment le truc de ma vie en ce moment, c'est est-ce que ça va me nourrir? Donc vivre aujourd'hui dans la nature, c'est un truc qui me nourrit, qui est important et auquel j'ai pas envie de renoncer. Ouais, c'est clair que ça fait réfléchir. Bon, je pense qu'il y a pas mal de pensées limitantes à travailler sur ce sujet-là. Mais merci pour ce petit éclairage. Et donc là, tu quittes Google, tu commences déjà donc à avoir des clients, faire des ateliers. À quel moment tu crées ta boîte? Alors, j'ai créé ma boîte il y a un peu plus... Ça fait 1 an et demi maintenant. Parce qu'entre-temps, donc j'ai eu le temps de faire un bébé. Et du coup, après sa naissance, j'ai vraiment pris 3 mois de pause et j'avais tellement envie de me lancer à temps plein dans cette activité. Donc voilà, j'ai créé mon statut. J'avais déjà beaucoup fait parler de moi avec le bouche à oreille et puis ça s'est mis en place progressivement. Parce que du coup, tu facturais comment? Alors là, on rentre dans les petits détails techniques, mais tu facturais comment quand tu avais des clients et des formations si tu n'avais pas de structure? Si, j'avais toujours un statut d'auto-entrepreneur, mais voilà, là, en fait, je voulais monter quelque chose d'un petit peu différent. C'est ça aussi, on a beaucoup de chance en France. Il y a tellement de possibilités de pouvoir commencer. Je te disais que j'avais fait les choses en parallèle de Google. Tellement de possibilités, en fait, d'avoir un job et de commencer à tester son activité à côté. Ça, c'est quand même génial. C'est quand même une chance folle. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Voilà, de lancer mon activité à côté d'un job. C'est ce qui me rassurait aussi, de me dire qu'en fait, parfois on a l'impression que quand on veut changer de vie, changer d'activité, c'est genre on va se lancer dans le vide sans savoir si on a un parachute. Mais là, en fait, quand on le fait de façon progressive, le risque, il est beaucoup plus limité. C'est ce que disait Clémentine Gallet, qui a monté Bliss, une des plus grandes communautés de mamans, qui a un podcast et maintenant qui vient d'écrire un bouquin. Elle me disait, elle a lancé Bliss alors qu'elle était directrice de casting chez TF1. C'était son premier CDI parce qu'avant, elle était toujours intermittente. Et un jour, elle a commencé à recevoir plus d'emails pour Bliss que pour son job. Donc, elle s'est dit, bon, ok, j'y vais, je me lance. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant parce que une Clémentine ou toi, vous avez besoin d'y aller étape par étape, alors que si tu prends Pénélope Boeuf, qui est aussi podcasteuse, elle est beaucoup plus extrême, donc elle claque la porte. En fait, quand elle peut plus, elle s'en va, et même si elle a rien pour après, c'est pas grave, elle rebondit toujours. Et c'est vrai que c'est important que chacun apprenne à se connaître, à se comprendre et se dire, comment moi je fonctionne et puis let's go, quoi, Inch'Allah.
Oui, et puis après, moi, je suis convaincue que quand on veut faire un changement, on n'est pas obligé de se faire autant violence avec soi-même. Quand on a envie d'un changement, c'est qu'en général, on est déjà dans l'inconfort. Donc, si tu as déjà un inconfort et que, par exemple, tu as une grosse difficulté avec la peur du manque et que non seulement tu es dans l'inconfort de t'aimes pas ton job, mais tu vas te rajouter l'inconfort de j'ai plus de salaire parce que je suis obligée de donner ma démission et j'ai même pas accès à des indemnités de chômage, tu te mets vraiment dans un double inconfort. Et moi, mon interrogation, c'est est-ce que c'est nécessaire? Ouais. Donc, voilà, on n'est pas obligé. On a tendance des fois à être déjà tellement dur avec nous-mêmes. Ne nous rajoutons pas des difficultés supplémentaires si c'est pas indispensable. Et pour revenir à ces histoires de justement de travailler, de faire les choses en parallèle, il y a aussi la possibilité, je l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose que j'ai énormément fait au début, quand je parlais d'ateliers chez Google, etc. C'est aussi pour ça que j'avais pas besoin de statut au tout début. J'ai fait énormément de gracieux. Ouais. Si quelqu'un a envie de lancer une activité, de tester une idée, déjà proposer ses services gracieusement et voir comment c'est accueilli, voir quel type de personne est intéressée, ça donne énormément comment on dit en anglais, d'insight, ça donne énormément de connaissances sur le type de personne qu'on a envie de servir. Et ça, c'est tellement précieux. Et puis, il y a aussi des gens qui ont envie de changer d'activité. Tout le monde ne gagnera pas sa vie en changeant d'activité. On peut être passionné par la couture et consacrer du temps à la couture et faire des choses, mais décider de le faire pour des associations ou pour un but non lucratif. Je pense qu'il faut décorréler aussi les passions du fait de gagner sa vie. Évidemment, on a tous envie de vivre de nos passions, mais on peut aussi vivre nos passions, tout court. Ouais, c'est clair. Moi, c'est souvent ce que je dis parce que l'autre jour, j'étais interviewée par une Instagrammeuse, Julie. Alors, j'arriverai pas à prononcer son nom de famille parce qu'il est trop compliqué. C'est la rédac chef de Do It in Paris. Et elle me disait, en gros, est-ce qu'il faut à tout prix se reconvertir si on n'est pas heureux? On est à l'approche, on est en pleine crise, mais bon, la crise économique va forcément, sans être pessimiste, ça va pas être génial dans les années qui vont suivre. Et moi, je suis convaincue comme toi, c'est qu'en fait, les gens, et aujourd'hui, il y a 95% des Français qui sont pas heureux d'aller bosser le matin. Je pense pas que ça soit parce qu'ils aient tous besoin de changer de job. C'est juste de rajouter du sens dans leur vie et ça passe pas forcément par changer de vie, parce que si ton rêve c'est d'être jardinier et que t'es banquier à la Défense, ouais, ça va peut-être être compliqué. La question peut se poser, mais si t'es banquier en province et que t'as un jardin, fais ton potager le week-end et tu seras peut-être très heureux avec cet équilibre-là, quoi. Ouais, moi, ça représente beaucoup des personnes que j'accompagne qui viennent me voir et elles pensent que leur premier objectif, c'est changer de job parce que c'est la cata. Et en fait, on travaille là-dessus sur le fait d'aimer ce qu'on a aujourd'hui, d'aimer le job qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tant qu'on casse pas ça, le risque, c'est de changer de job et de se retrouver de nouveau dans la même situation toxique et on reproduit encore et encore et encore les mêmes schémas. Et en fait, il faut d'abord être capable de déprogrammer le schéma et l'automatisme dans lequel on est avant de pouvoir espérer trouver autre chose. Et paradoxalement, quand on aime son job, qu'est-ce qui se passe? On attire aussi le job de ses rêves. Parce que, évidemment, un employeur, il a plus envie de recruter quelqu'un qui respire la confiance, la confiance en soi, qui rayonne, quoi. On préfère s'entourer de gens positifs et solaires que de gens qui râlent avec leurs petits poings serrés. C'est comme on fait toujours plus envie quand on est en couple que quand on est célibataire. Ah, ça, je sais pas. Si, pareil. Parce que tu rayonnes, donc tu as l'air bien, tandis que c'est la loi de l'attraction. Mais et donc là, aujourd'hui, tu es coach depuis 3 ans. Donc, tu as ton activité depuis 1 an et demi à ton entreprise. Comment ça se passe? Alors, à quel niveau? Perso, pro, est-ce que tu as réussi à trouver l'équilibre J'avoue, c'est un peu cliché, mais je fais partie maintenant de ces gens qui me faisaient rêver depuis tant d'années et qui disaient qu'en fait, ils avaient plus l'impression de travailler, quoi. C'est-à-dire que quand tu trouves ce que j'appelle ta zone de génie et que tu y consacres toute ton énergie, et finalement, les choses, elles se font de façon assez fluide et assez naturelle.
Voilà, j'ai commencé petit, j'ai commencé par le bouche à oreille, j'ai commencé par faire les choses moi-même, mon site internet moi-même, mes outils de com moi-même. Et puis maintenant, au fur et à mesure, je rentre dans la phase où je commence à réfléchir, à me faire aider pour développer mes activités. Donc, je pense que tout ça, ça se fait avec une forme de patience. Et puis, c'est marrant, ça me fait penser à un sujet que j'évoque souvent aussi avec les personnes que j'accompagne, qui est, on pense souvent que on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez formé pour faire quelque chose de nouveau. Hein? Ben non, qui je suis pour faire ça, je l'ai jamais fait. Et en fait, moi, chaque jour, je suis confortée dans l'idée qu'en fait, la compétence, on l'acquiert avec l'expérience. Et plus je coach des gens, et meilleur coach je suis. Et plus facile ça devient pour moi. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment bien comprendre. C'est, vous ne serez pas bon dans les nouvelles choses que vous faites au début. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Mais plus vous allez les faire, et plus facile ce sera. Repensez à votre premier job, votre première prise de poste, hein, vos premiers pas en tant que mère ou père. Hein. Puis même après, ces premiers pas, on ne s'en rappelle pas forcément, mais même ces premiers pas tout court. Exactement. Hein, même les premiers mots du langage. Là, mon fils, il a 18 mois, il est dans le langage. C'est merveilleux de voir l'apprentissage du langage. Bientôt, on fera même plus attention. On se focalisera juste sur les fautes. Aujourd'hui, on se focalise sur les mots qu'on arrive à reconnaître. Donc voilà, juste se rappeler que évidemment quelque chose de nouveau, au début, c'est pas parfait, mais plus on le fait, plus on est bon et plus c'est facile. Et à partir de quand, alors peut-être que tu t'as pas renoncé à ça, le salaire à 6 chiffres, je sais pas si avec ton métier c'est quelque chose auquel on peut arriver un jour ou si finalement c'est même pas le sujet et que tu es heureuse de ce que tu gagnes. Alors, j'ai envie de te dire, c'est un mix des deux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on ouvre sa page Facebook, on est inondé d'offres de tout genre qui nous expliquent comment faire fortune, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le coaching, que ce soit et nous promettent des résultats mirobolants en 3, 6 ou 8 semaines. Donc, on est inondé de ce type de messages. On a l'impression que ça va être facile. Je vais acheter cette formation à 500 € et on va m'expliquer comment faire 100 000 € par an. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Dans toute activité, on peut évidemment bien gagner sa vie. Moi, ce que j'ai appris aussi, c'est comment j'avais envie de travailler. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, oui, peut-être que demain, je ferai 1 million d'euros. Mais pour faire 1 million d'euros, par exemple, je ne travaillerai pas seule. Si je fais 1 million d'euros, ce ne sera pas en coachant moi-même les gens. Ce sera en montant une activité de coaching qui sera peut-être cautionnée par moi, où je ferai des petites apparitions de temps en temps. Je serai le visage, mais je ne serai pas forcément le visage que les participants et les coachés voient. Moi, je sais qu'à titre personnel, pour le moment, j'ai envie de coacher les gens parce que c'est ça qui me nourrit. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans ce type d'ambition financière, plus parce que je suis dans un modèle d'indépendante qui me convient. Hein, et c'est-à-dire que si un jour, je n'ai pas envie de bosser et que je n'ai pas de rendez-vous, j'ai des comptes à rendre à personne. Hein, je ne suis même pas obligée d'appeler des collaborateurs pour voir si eux bossent. Je suis complètement indépendante. Donc, c'est ça aussi qu'il faut accepter, c'est que plus on veut atteindre des objectifs financiers, plus ça veut dire évoluer en termes de mentalité, de mindset sur le type d'entrepreneur qu'on veut être. Ouais. Est-ce qu'on veut être indépendant, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur, tu vois? Donc, moi, je suis encore dans ce stade qui me convient bien, aussi parce que j'ai un enfant en bas âge, donc j'ai un temps aussi qui est limité. Et moi, cette autonomie, cette indépendance, elle me va plutôt très bien pour l'instant. Tant mieux. Qu'est-ce que tu penses que la petite Joanne de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Elle me dirait « Waouh, t'es trop belle !» Et oui, je pense qu'elle me dirait, peut-être qu'elle me prendrait par la main et elle me dirait « Tu peux passer un peu de temps avec moi pour m'aider aujourd'hui à trouver mon chemin moi aussi ?» Peut-être un truc comme ça. Ouais. Je sais pas. Mais sûrement un mélange de
de fierté et d'admiration. Je me fais un petit high five là, mon ego se fait un petit high five tout seul. C'est important de se féliciter. Si on s'aime pas, si on s'aime pas nous-mêmes, personne ne nous aimera. Donc, commençons par nous féliciter nous-mêmes avant d'attendre que les autres nous félicitent. C'est ça, c'est ce que je répète en boucle. Qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens? Alors attends, j'analyse la phrase. Qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens? De choix ou de renoncement? Les renoncements. Oh là là, c'est presque philosophique là comme question. Vous avez 1 heure pour répondre. C'est ça. Je sais pas. Moi, justement, j'ai l'impression d'avoir renoncé à rien. Non. C'est vraiment, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, je combine et j'essaye de... En fait, si j'ai l'impression de renoncer à quelque chose, ce qui me plaît pas dans le terme, c'est que renoncer, ça veut dire que c'est quelque chose que je veux et que je peux pas avoir. Mm-hmm. Donc moi, si je me retrouve dans ce genre de situation, je préfère me dire, je peux peut-être pas l'avoir maintenant, donc je pourrais l'avoir plus tard. Je donne un exemple concret. En ce moment, mon enfant, il a 18 mois. Je l'ai à la maison à temps plein. Oui, effectivement, je travaille de façon très hachée, très déstructurée. Évidemment que je préférerais avoir tout mon temps et toute mon attention toute la journée. Aujourd'hui, je l'ai pas. Mais je renonce pas. Je me dis, quand la crèche rouvrira, etc., je retrouverai cet équilibre. Et sinon, je suis aussi beaucoup dans la logique de simplification. Je veux vraiment quelque chose, je peux pas l'avoir. Est-ce que je peux en avoir une version simplifiée? Est-ce que je peux... Tu vois, je veux un très beau site et la personne avec qui je veux travailler est pas dispo, j'en sais rien. Est-ce que finalement, je peux simplifier le projet pour que son collègue puisse le gérer? J'en sais rien. Là, je donne vraiment un exemple qui me traverse l'esprit, mais simplifier, on a tendance à vraiment vouloir se compliquer la vie. Tu vois, par exemple, c'est le déconfinement, t'invites des amis à dîner, tu te dis, je vais aller faire des courses, je vais aller faire une recette très compliquée, je vais aller à l'épicerie fine, etc. Bon, est-ce que finalement, juste commander 3 pizzas, ça permettra pas de remplir l'intention qui est de retrouver les gens et de se connecter à eux et de se libérer de la bande passante, tu vois? Et donc, tu renonces à rien, juste tu simplifies. Et tu kiffes. Ouais, c'est le but. Dans le fait de changer de vie, parce qu'on peut clairement dire que tu as changé de vie, quelles ont été pour toi les plus grandes difficultés? Alors déjà, en fait, tu vois, ta question me fait tiquer parce qu'en fait, dans le terme changer de vie, il y a un truc qui me dérange. Ouais. C'est qu'en fait, ça sous-entendrait que soit moi j'ai changé, soit que ma vie a changé. Et moi, ce que je ressens, c'est plutôt une histoire de continuité. C'est-à-dire que quand je regarde dans le rétro, je regrette pas mes 15 ans de carrière corporate parce que toutes les expériences par lesquelles je suis passée, elles m'ont permis d'être super douée en écriture, d'avoir le goût du beau, de toucher un peu au graphisme, de toucher au digital. Tout ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas fait tout ça avant. Ouais. Donc, certes, je suis plus salariée d'une entreprise, corporate, en CDI, mais est-ce que ça veut dire pour autant changer de vie? C'est un vrai débat. J'ai écouté pas mal de confs sur le fait, en effet, de dire que non, on change pas de vie. En effet, alors il y en a qui vont te dire que dans la vie VIE, notre existence, on a plusieurs vies, mais il y en a d'autres qui vont en effet dire, non, en fait, c'est des étapes différentes. Moi, j'ai mon sentiment personnel, et encore une fois, c'est qu'un ressenti personnel, c'est que, on va dire, j'ai laissé mon âme en sourdine pendant des années. Et en fait, depuis que je fais quelque chose qui est aligné avec mes désirs profonds, c'est comme si j'avais libéré mon âme. Et il y a une phrase, moi, qui m'anime beaucoup en anglais, c'est « Don't die with that music still in you ». Ne meurs pas avec cette musique que tu as en toi. Et en fait, je pense qu'on a tous en nous une mélodie qui attend juste d'être exprimée et que on a la chance ou pas, à un moment de notre vie, de pouvoir le faire ou de choisir de le faire. Je pense que cette notion de choix, elle est importante. C'est que pendant un temps, j'avais choisi de ne pas l'exprimer. Et il y a un moment de ma vie où j'ai choisi d'exprimer cette mélodie à l'intérieur de moi. Ouais. Voilà.
Et alors, je te posais la question par rapport aux difficultés parce que souvent, quand je discute avec, là c'est plus particulièrement avec des amis qui me disent, bah ouais, tes épisodes c'est canon, mais bon, franchement, pour lui, pour elle, ça a été facile, il n'a jamais eu de galère. Et pour moi, c'est hyper important de montrer qu'en fait, bah, enfin, tout le monde a des galères et que t'en es pas là aujourd'hui juste parce que, enfin, il y a énormément de travail, mais qu'évidemment t'as eu des galères. C'est que c'est ça la vie en fait. Chers auditeurs, je vous rassure, j'ai eu des moments de galère, évidemment, j'ai pleuré, évidemment, j'ai avalé quelques cachets, une petite béquille chimique de temps en temps pour nous aider dans les moments les plus noirs. C'est hyper dur, bien sûr, quand le chéri de ta vie se recase au bout de 3 mois, tu pleures, bien sûr, quand tu vends l'appart que vous aviez acheté ensemble à 25 ans, tu pleures. Bien sûr, quand tu te fais licencier, tu pleures. Quand tu vas t'inscrire pour la première fois à Pôle emploi, tu pleures, évidemment. Je confirme. Eh oui, évidemment. Moi qui avais été boursière toute ma vie, quand je me suis retrouvée de nouveau, alors que j'y avais droit et je l'avais pas forcément voulu, mais que je me suis retrouvée de nouveau soutenue par l'État sous la forme des allocations chômage, je l'ai très mal vécu. J'avais l'impression de régresser, évidemment. Après, encore une fois, c'est simplement se dire rien n'arrive au hasard. Si je me sépare, si on me licencie, si. En fait, moi, maintenant, je me dis toujours, quand quelque chose marche pas, je suis désolée, je mets de l'anglais partout, mais c'est this or something better. Soit ce truc était pour toi, soit si c'est pas le cas, c'est que quelque chose de mieux t'attend. Voilà. Et quand on accepte ça, qu'on accepte de lâcher prise, et c'est difficile, moi, ça a été mon principal travail, en vrai, c'est le lâcher prise. Et c'est un challenge continu encore, de travailler sur ce sujet, mais quand on accepte aussi l'imprédictabilité, et l'humain, Dieu sait qu'il est averse à l'imprédictabilité, et bien en fait on laisse faire les choses. Et je pense que trop souvent en fait on se plante, on se met des barrières parce qu'en fait on se met nous-mêmes les barrages. Quand on laisse un peu glisser et quand on est capable aussi d'identifier ce qu'on veut vraiment, ça c'est clé parce qu'en fait, alors je suis désolée c'est encore en anglais, mais what you focus on expands. Là où tu concentres ton esprit, tout ce sur quoi tu vas concentrer ton esprit va avoir tendance à prendre plus de place et à apparaître plus généralement autour de toi. Et c'est vrai. Tu cherches à t'acheter, j'en sais rien moi, une Porsche. Eh ben, je suis sûre que tu vas te mettre à remarquer toutes les Porsche et tu te dis, mais waouh, en fait, il y a vachement de Porsche à Paris. Alors qu'avant, tu n'avais pas forcément fait gaffe. Quand tu commences à te concentrer sur un truc, un sujet que tu veux vraiment, faire confiance aussi à l'univers pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et faire confiance à ton esprit et à ton attention pour être capable de capter ces signaux autour de toi. Mais c'est pas facile, Après, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour aider les personnes à y arriver. Parce que, évidemment, moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui me disent, non, mais ça fait des années que je suis dans le développement personnel et je lis des choses et j'ai acheté des programmes et j'arrête au bout de un module ou 2 modules, je lâche en cours de route et j'arrive pas à changer mes comportements, je réfléchis. Il y a tout un truc aujourd'hui que beaucoup de gens n'ont pas, c'est l'intégration, la compréhension des signaux du corps. C'est-à-dire que parfois, quand tu sais pas, j'ai envie de te dire juste coupe-toi la tête et qu'est-ce que dit ton corps ? Est-ce que ton corps, il est plutôt dans une logique d'ouverture et il a envie, même s'il y a un peu de trac et d'excitation, mais tu sens qu'il a envie ? Ou est-ce que en fait, ton corps, il se referme, il a juste envie de se mettre en boule ? Ouais, de fuir là où tu es. Je me rappelle parce que, comme je disais au début de l'épisode, tu as été ma coach. Et donc, on a commencé à bosser ensemble début décembre. Et puis là, on a la dernière séance qui approche. Et à un moment où j'avais un peu l'appel des sirènes sur le fait que, donc c'est l'été dernier, donc je fais mon burn-out, je ne sais pas du tout ce que je veux faire à part que je ne veux plus faire ce job-là. Mais je me dis, OK, j'étais directrice marketing. Le marketing, ça me plaisait. Donc, pourquoi pas être freelance là-dedans. Et à partir du moment où je suis sortie un peu de ma caverne, parce que clairement, pendant le burn-out, j'étais enfermée dans ma caverne, je me suis dit, tiens, je vais commencer à reprendre contact avec des gens, mais sans dire, au fait, je cherche à faire du freelancing parce que je ne le savais même pas, en fait.
Mais c'était un peu un espèce de petit rêve, petit défi que je m'étais fixé et les portes se sont ouvertes et j'ai eu plein de propales et tu m'as dit ouais, fais ton petit body check, regarde pendant que tu es en rendez-vous, analyse ton corps et parce que tu m'as dit j'ai le pressentiment que c'est une béquille, que ça te rassure. Donc j'ai fait mon petit body check en rendez-vous et là, je me suis dit non, mais je peux plus en fait, je peux plus cet univers où tu dois avoir fait une campagne market en 3 semaines avec des résultats concrets, alors qu'en fait, les gens n'ont jamais fait de marketing de leur vie, quoi. Enfin, j'ai plus envie de cette vie-là. Et oui, peut-être que je peux y arriver, mais en fait, j'ai plus envie. Et en effet, le corps te dit des trucs. Et d'ailleurs, le burn-out est un bon exemple. Hein. Enfin, c'est un exemple un peu plus exacerbé parce qu'à force que mon corps m'ait dit arrête-toi, 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 et que mon entourage me dise arrête-toi, bah, j'ai vraiment attendu que le corps dise stop et qu'il n'y avait plus de jus, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'attendre, d'arriver dans le mur pour faire quelque chose. Il y a tellement de possibilités pour revoir les paramètres de son existence aujourd'hui. Et encore une fois, sans forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut être au top dans sa vie actuelle. Et moi, j'ai quand même un paquet de mes clientes pour lesquelles, en fait, les paramètres de base ne changent pas, mais la perception qu'elles ont de leur vie est totalement transformée. Et ça, c'est juste magique. C'est clair. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ? De ça. Je crois que c'est ça, en fait. Le truc le plus chouette que je fais, mine de rien, c'est d'aider les gens à rayonner et à exprimer la meilleure version d'eux-mêmes, la personne qui sont sous la surface. Ouais. Parce que je pense qu'on est chacun unique, avec une histoire à raconter, avec une mission à remplir. Et c'est tellement beau de sentir quelqu'un qui est aligné avec sa mission. Parce qu'après, il y a une sorte de fluidité, c'est comme si tout se connectait. Et oui, ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est que et je le dis avec fierté et humilité, 100% des personnes que j'accompagne, en fait, sont vraiment bien dans leur peau et bien dans leur basket, n'ont plus besoin de moi. Ça, c'est très gratifiant pour moi aussi. Et me recontactent simplement pour me faire des coucous, des bisous d'amour et me donner de leurs nouvelles. Et ça, il n'y a rien qui me remplisse autant que ça. Ouais, je pense que moi, c'est ce qui m'avait plu dans ton approche. C'est de dire, on sait quand on commence, on sait quand on finit. Mais en fait, ça sera pas, c'est pas comme un psy que tu vas avoir toute ta vie potentiellement. Enfin, il y a un début, il y a une fin, et c'est vrai que c'est hyper encourageant. Enfin, c'est forcément pour le porte-monnaie, c'est plus confortable. Mais aussi, c'est chouette de se dire que qu'il y a un début, qu'il y a une fin, quoi. Exactement, et d'être capable de transmettre ça. Encore une fois, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Au bout du chemin, je te promets pas le bonheur éternel. Il y aura toujours des gens toxiques, il y aura toujours la maladie, les mauvaises nouvelles, etc. Mais tu seras plus résilient, parce que moi je travaille beaucoup avec les femmes, mais plus résiliente, plus clairvoyante, plus à même de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de remonter la pente quand tu as dégringolé, et ça arrivera encore. Ouais. Et ça marche. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui, qui te disent en voyant ton parcours, mais en fait, c'est que de la chance? Je leur dirais de réécouter l'épisode depuis le début. Voilà, je leur dirais ça. C'est quoi Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner? Eh ben, je crois que c'est cette phrase. Tu vois, j'allais dire crois en toi, et je trouve qu'elle est bien encapsulée par Don't die with that music still in you. Et en fait, avant de se dire il faut pas que je meure avant d'avoir exprimé cette musique, je pense que la première clé du chemin, c'est quoi ta musique, c'est quoi ta mélodie. Et juste être capable déjà d'identifier ça, c'est un pas de géant. C'est quoi la mélodie unique, personnelle que tu veux exprimer dans ce monde, et t'as besoin qu'elle soit entendue. Ouais. Ça aurait été ça, je pense. Tu vois, hier j'ai interviewé Philippe Manœuvre, qui sera diffusé avant toi. Et en fait, Philippe, il disait dans le conseil, en fait, trouvez votre passion.
trouvez le truc qui vous fait vibrer, et allez-y, enfourchez-le. Et lui, tu vois, sa passion à lui, enfin, c'est la petite voix du rock en fait. C'est que chose que j'ai découvert d'ailleurs en l'interviewant, c'est que tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était au service du rock. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, qu'il avait une opportunité, il s'est posé la question, est-ce que c'est bon pour le rock ou pas ? Il y a peut-être des millions en jeu ou des centaines de milliers d'euros. Typiquement, il me disait que régulièrement, on lui propose de faire de la pub et que ça lui rapporterait plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qu'à chaque fois, il dit non parce que ça fera du mal au rock et ça fera pas du bien au rock. Et c'est super intéressant de se dire, voilà, tous ces choix, ils ont été guidés comme ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a bien gagné sa vie, mais qui a beaucoup cramé. Donc, en fait, il n'est pas, comme il dit, il n'a jamais eu d'argent avec un grand A. Mais voilà, sa ligne de vie a été conduite par est-ce que c'est bon pour le rock ? Parce que le rock, c'est fondamentalement sa passion. Et tu vois, pareil, Cyril Després, qui est un grand champion de sport mécanique, je pense que d'ailleurs c'est peut-être un des Français qui a gagné le plus de Dakar, qui est l'emblématique course pour les motards. Enfin, pour les voitures, mais quand tu es un motard, c'est encore plus emblématique. Et lui disait, en fait, lui, c'était le fait de gagner ces courses absolument incroyables, mais jamais il s'est dit, je veux faire ça pour la notoriété, pour l'argent. C'était pour gagner face à ces dunes avec sa moto, quoi. Ouais, moi, en tout cas, j'aime bien globalement cette idée de être au service d'eux. Ouais. Quand tu te mets au service d'eux, en gros, tu viens avec ce que tu sais faire, ce que tu as envie de faire, et tu le mets au service des autres. Il y a un moment où ça crée une résonance, et les opportunités, les clients, les personnes qui ont envie de s'approcher de toi, elles vont être attirées. Cette notion de devenir un aimant, ouais. Quand tu fais ce que tu dois faire et que tu le fais avec les bonnes intentions, t'as plus à aller chercher les gens, en fait. C'est les gens qui te trouvent. Et quand les gens te trouvent, c'est aussi un bon signal que tu es bien aligné avec ta mélodie. Carrément. Et je pense que c'est ce que tu fais et je suis sûre que ça résonne en toi. Ça résonne complètement en moi. En fait, c'est un grand sujet et qui me prend forcément un peu la tête, même si j'ai encore un an et demi de chômage. Mais clairement, j'ai la question de me dire comment je vais gagner ma vie un jour, parce qu'aujourd'hui, j'ai lancé le programme pour changer de vie en un mois dont tu fais partie, mais c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Le podcast, c'est quelque chose qui est complètement gratuit. Donc aujourd'hui, je gagne, j'ai mon chômage et c'est tout. Et clairement, un jour, j'aurais envie de regagner ma vie parce que je pense que clairement, il y a la fierté de se dire qu'on peut gagner des sous. Mais au fond de moi, tu vois, parce que souvent les gens me disent mais il faut que tu monétises. Le programme, c'est génial. On a plus de 1000 personnes qui se sont inscrites. Donc il y a des gens qui me disent allez, monétise. Je dis ouais, mais en fait, c'est comme pour le podcast, j'ai envie de laisser les choses aller et là, tu vois, depuis le confinement, il y a 2 personnes qui m'ont contactée pour me proposer des opportunités. Alors, notamment hier, j'en ai eu deux là qui se sont un peu plus concrétisées cette semaine. Et je me suis dit, faut que je prenne mon temps en fait, parce que oui, c'est hyper tentant, CF le body check quoi, c'est hyper tentant de se dire, génial, on me propose de faire une formation, on me propose de faire différentes choses, mais j'ai pas envie d'aller trop vite en fait. Je me dis ok, step by step, on y va petit à petit et body check. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie ? Est-ce que je laisse pas un peu plus le temps ? Et tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser à Sophie Astrabi dont on parlait tout à l'heure. Et Sophie, elle a auto-édité son bouquin, sachant qu'elle l'avait écrit 2 ans avant. Elle l'avait laissé dans un tiroir parce qu'elle avait peur de l'envoyer à des maisons d'édition. Et en fait, elle a été contactée par une première maison d'édition. C'était son rêve d'être éditée, quoi. Enfin, le truc juste de malade. Elle avait écrit son roman et elle là où d'habitude elle était quelqu'un de très spontané, elle s'est dit j'attends. Elle a été contactée par une 2e maison d'édition qui était pour le coup assez connue. Pareil, elle s'est dit je prends mon temps et finalement elle a été contactée par Albin Michel et ils étaient complètement alignés sur la volonté de comment, entre guillemets, vendre le livre, à part la couverture qui lui plaisait pas. Mais en fait, c'est se dire, on va avoir plein de gens qui vont toquer à la porte.
Mais c'est savoir dire non. Et je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important aussi. Moi, je sais que c'est un truc dont j'ai fait beaucoup de progrès. Je suis fière de moi. Petite félicitation de moi-même. Mais c'est sûr que savoir dire non, c'est important parce que comme me dit souvent mon mari, il me dit, enfin, t'as pas fait tout ce que t'as fait pour en fait recéder. Ouais, il faut savoir prendre le temps, mais parfois c'est difficile. Ouais. Ouais, mais être capable d'écouter sa petite voix, est-ce que c'est pas tout le sujet de ce podcast? C'est ça. Exactement. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, c'est une bonne question. Là, en fait, mes prochains défis, c'est de continuer de faire connaître et grandir un programme qui est j'ai dit que j'avais un petit garçon de 18 mois. J'ai un autre bébé qui a 2 mois, qui est mon programme Déjeuner en paix. Déjeuner en paix, c'est un programme pour se libérer de l'alimentation émotionnelle et faire la paix avec son corps et son alimentation. J'ai une première équipe de participantes, une quinzaine de participantes qui là finissent avec succès la première édition du programme. Pareil, avec des résultats qui sont juste spectaculaires. Et en fait, je suis très heureuse de relancer ce programme et continuer de le faire grandir pour aider un maximum de femmes à libérer de la bande passante pour pouvoir concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment. Donc, c'est ça. Là, c'est vraiment faire grandir ce deuxième bébé. Ouais, donc, du coup, ton activité, c'est les coachings individuels, donc en mode life coach, coach de vie. Et ce programme, du coup, vraiment focus sur l'alimentation émotionnelle. Exactement. Et en fait, c'est intéressant aussi de se dire que dans une même évolution de carrière, on peut avoir des évolutions à l'intérieur. Moi, j'ai commencé par le life coaching. J'ai pas voulu travailler tout de suite sur le sujet de l'alimentation émotionnelle parce que c'était un sujet qui était intime, qui était encore sensible. J'avais peur que ça m'affecte personnellement. Et en fait, petit à petit, c'est revenu à moi comme une évidence. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement experte et j'accompagne à la fois dans le cadre du programme et sinon dans les sujets aussi plus généraux, carrière, équilibre pro-perso, etc. Et équilibre de vie, j'accompagne en accompagnement individuel. Voilà, donc ça c'est 2 facettes. Petite parenthèse, je pense qu'elle est importante parce que moi je sais que quand je cherchais un coach là en décembre, spontanément je voulais quelqu'un en présentiel. Et je pense que c'est important à la limite qu'on en parle 2 minutes pour petite parenthèse parce que donc toi t'es que à distance et je pense que c'est intéressant de casser les codes et de dire qu'en fait ça peut très bien se passer à distance, même pour ces sujets aussi intimes et... Moi j'ai commencé en présentiel et pour tout te dire j'étais persuadée qu'en France les personnes ne voulaient que du présentiel. C'est une pensée limitante. En fait j'ai à un moment pivoté. Proposer des consultations uniquement à distance. Et en fait, ça a arrangé tout le monde. C'est aussi un choix que j'ai fait. Quand j'ai dit, quand on sait ce qu'on veut, on l'obtient. Finalement, quand j'ai choisi aussi de travailler de chez moi, j'ai aussi attiré les clientes à qui ça convenait. Et en échangeant avec nombreuses d'entre elles justement sur cet aspect, elles m'ont dit qu'elles aussi, elles s'étaient posé la question au début et qu'en fait, finalement, elles avaient évidemment apprécié la flexibilité et surtout le fait d'être finalement avec moi en séance, mais face à elles-mêmes. Elles étaient dans leur bureau, dans leur salon, et finalement, quand la séance de coaching se termine, on est face à soi-même et on se sent vraiment responsable de soi-même et responsable de son propre bonheur. Donc, du coup, c'est quelque chose qui, fonctionne extrêmement bien. Après, il peut y avoir encore des gens qui ont besoin du présentiel. Et encore une fois, le conseil que je leur donnerais, c'est écoutez-vous. Si vous avez besoin d'être dans la même pièce que la personne, c'est ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous et trouvez la bonne personne qui peut vous offrir ce service. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi ? C'est marrant ce qui me vient et c'est parce que tu m'as fait parler de ce sujet. J'ai envie de dire merci à cette conseillère d'orientation que j'ai vue quand je devais avoir 15 ans au lycée et qui m'a dit que je n'y arriverais jamais, que c'était beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop dur. Parce qu'en fait, je crois que finalement, elle a réveillé en moi cette flamme
où j'ai eu envie de lui dire qu'elle se trompait. Voilà. Donc finalement, sous couvert de me freiner, ça m'a pas freinée et ça m'a encouragée dans mes efforts. Donc merci à elle. Merci beaucoup, Joanne. Merci à toi, Charlotte, pour cette conversation. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous dis rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Oui, vous savez, ce nouveau format où je vous permets de suivre via un rendez-vous trimestriel ceux qui sont en train de changer de vie. À jeudi.